Oh là là, il y a eu de la lecture ce mois-ci. Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de janvier 2022. Ce mois-ci, j'ai été en arrêt maladie, j'étais un peu malade. Du coup, j'en ai profité pour lire énormément et diminuer ma palle. Je l'ai littéralement boxé. Il y a une vingtaine de titres à vous présenter. Alors heureusement, certaines c'est des séries, donc ça va aller un tout petit peu plus vite. Mais j'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps. Je me garde le droit de la couper et de la faire en deux parties si c'est vraiment trop long. Parce que sinon ça va être indigeste pour vous. On attaque tout de suite. Par quoi je commence là? C'est parti pour This Savage Shore chez iComics. This Savage Shore, un comics que je cherchais depuis un moment. Je voulais absolument le lire. J'avais entendu que des bons retours. Et c'est le cas. C'est vraiment une histoire au top. Tout commence par le départ de Londres d'un vampire qui part s'exiler en Inde, puisqu'en fait il a été découvert et il est traqué dans la ville de Londres. Contrairement à ce que je vous disais dans la vidéo achat du mois de décembre, ça ne se passe pas du tout au début du XXe siècle, hein, ça se passe au XVIIIe siècle. Donc on est vraiment dans la période de la colonisation, l'Inde britannique, l'arrivée justement des Européens dans cette lointaine contrée. Alors ceux qui vont être les marchands, ceux qui sont plutôt des militaires. Et il y a ce vampire qui arrive là et qui vraiment pense qu'il va faire son trou tranquille et que en fait c'est le boss du game. Mais pas du tout, en fait il se fait vite éclater la tronche et ça va avoir des conséquences. On voit le folklore de monstres qu'il y a en Inde. Donc en fait on se rend compte que si le vampire il est au sommet de la chaîne alimentaire chez les humains en Europe, bah, il y a des trucs encore au-dessus et c'est vraiment super bien fait. L'histoire est super bien montée. C'est Ramvi au scénario, un scénariste qui a le vent en poupe puisque maintenant je crois qu'il est un peu chez DC également. C'est vraiment très bien mené. Il y a une histoire de guerre, il y a une histoire d'amour. On voit un personnage très torturé. Il y a des rebondissements. Je ne peux que le recommander. Graphiquement, c'est magnifique. Voilà un exemple de page qui se passe à Londres. Donc on voit des couleurs un peu sombres, un peu froides. Hein. En même temps, c'est une ville où il pleut énormément. Mais il y a des contrastes avec les paysages indiens. On est littéralement quelques pages plus tard et regardez les changements de décor, les visages qui sont super bien détaillés, le dessin est juste à tomber par terre. Un choix narratif assez intéressant puisqu'on voit des récits qui sont faits comme si c'était des lettres, des correspondances, avec des dessins voilà, qui s'imbriquent. On voit l'armée britannique, le commandant juste au-dessus, le texte. Voilà, tout est vraiment bien fait. This Savage Shore, une de mes meilleures lectures pour l'instant de ce début d'année. Je mets facilement 18 sur 20. C'est vraiment top. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de suite en fait pour l'instant. J'espère qu'ils feront quelque chose puisque la fin peut être en fait ouverte. Alors ça peut se finir. Il pourrait y avoir des suites en fait parce que on est loin d'avoir réglé tous les problèmes. Alors certains sont réglés, d'autres pourraient être de nouveau développés avec les vampires européens notamment. Voilà. J'espère que Ramvi fera une autre histoire là-dessus et qu'on pourra avoir une suite à publier chez iComics. Je loue leur travail, regardez ces dorures qui ressortent sur cette couverture, c'est juste magnifique. Lisez This Savage Shore. On poursuit avec Judge Dredd de chez Réflexion, les tomes 3 à 6. La suite de mes lectures sur Dredd, je les ai commencées le mois dernier et c'était une bonne surprise de lecture. L'édition est très correcte, l'histoire est relativement bien, c'est pas foufou, mais on arrive bien dans l'univers de Dredd et même si on connaît pas l'univers, on se fait très vite au langage, au code qu'il y a dedans, c'est vraiment très bien. Là j'ai lu la suite, donc c'est vraiment littéralement le même arc depuis le début en fait, il y a un début et l'histoire se prolonge sur tous ces tomes là. Donc on arrive au tome 6, le tome 7 sera la fin et la conclusion de l'arc, il y aura ensuite un hors-série sur le juge Anderson que l'on voit ici, qui sortira chez Réflexion et ils auront tout conclu puisque le run IDW s'arrête. Alors j'ai pas eu d'infos savoir s'il y avait une suite qui était proposée aux États-Unis et si Réflexion la fera. Je ne sais pas, peut-être dans les mois à venir. En tout cas, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Je vous tease un petit peu l'histoire. Un Dredd a quitté Mega City One puisque des gens ont été enlevés et part à leur recherche dans les terres irradiées. Donc le tome 3, il est vraiment dans cet endroit-là. Et il va rencontrer des méchants iconiques de l'univers de Dredd avec notamment le Gang Angel.
Bon, il y a eu des choix dans ce tome 3 qui m'ont un petit peu déçu. C'est celui que j'ai le moins aimé sur tout le run. Il y a un espèce de parc d'attractions du massacre. Alors, j'ai pas aimé. Je comprends en fait pourquoi ils l'ont fait. C'est une critique de la société. Dredd, ça a toujours été ça. C'est on critique un aspect de la société. Et là, c'est l'aspect de la consommation, des parcs d'attractions à outrance et ce genre de trucs-là. Et là, ça en devient débile en fait. C'est pas fou. Par contre, il y a des idées dans les tomes suivants qui sont vraiment géniales. J'ai adoré le tome 4 puisque en fait, il y a un espèce de saut temporel dedans et l'histoire se passe en fait dans une Amérique des années 20-30. C'est en noir et blanc, il y a de la pluie, le dessin est top. L'idée était vraiment géniale. Alors c'est une courte histoire qui n'a pas d'impact sur le run particulier, mais j'ai trouvé que l'idée était géniale. Voilà l'ambiance un peu polar. On voit Dredd ici dans un costume de flic du début du XXe siècle aux États-Unis. J'ai trouvé l'histoire super intelligente. C'est très court, hein, mais c'est pas mal du tout. Comme je vous l'avais expliqué, le run c'est 80% de ce qui sort chez Réflexion. Il y a quelques petites histoires annexes qui n'ont pas un gros impact, mais on n'a pas trop de hors-série, ce qui est bien. Donc on suit littéralement toute l'histoire de Dredd. Le dessin évolue très peu. Je vous en ai déjà montré quelques plans, je ne vais pas en remontrer là ce coup-ci. Et on arrive avec des méchants iconiques, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est bien amené. Il me tarde en fait de lire le dernier tome pour savoir un peu ce qui se passe. Alors il y a quand même un aspect qui m'a un petit peu déçu, c'est l'espèce de blob, on va dire, qu'il y a dans le tome 3, qui a une importance et qui a un rôle en fait dans les derniers tomes. L'idée là ne m'a pas plu. C'est pas mauvais non plus, mais j'ai pas aimé ce qu'ils font avec cette substance gélatineuse digne d'un dessert britannique. Le run est quand même cool, je le recommande, hein, je mets un bon 13-14, c'est bien. C'est une bonne histoire, il y a un bon enchaînement, ça se lit bien, ça se lit très vite puisque les tomes sont pas très épais. Réflexion fait un très bon travail, d'ailleurs je change légèrement de titre, mais ils ont apparemment un très gros lancement sur Aphrodite 9 qu'ils ont réédité il y a peu de temps et ça cartonne très très bien, c'est recommandé par beaucoup de gens. Il y a Max Faraday par exemple qui en a parlé il n'y a pas longtemps dans une de ses vidéos. Je ne connaissais pas du tout cette histoire ni ce personnage. Je le feuilletterai peut-être, c'est pas dans mes priorités d'achat, même si ça serait peut-être une bonne lecture. Enfin, si Réflexion veut me l'envoyer, hein, je vous le lirai, je ferai une critique, il n'y a pas de souci. On continue avec Hellblazer Rise and Fall dans le Black Label de chez Urban Comics. John Constantine, c'est l'argument pour acheter ce tome. Ce personnage est juste excellent. C'est un anti-héros arnaqueur qui berce dans la magie, l'occulte dans l'univers de DC. Il est top. L'histoire est vraiment bien. En fait, John Constantine, il y a toujours des merdes qui lui tombent dessus. Et là, en fait, c'est une merde d'il y a 30 ans qui remonte à la surface puisque il a fait un petit rite avec des amis qui a mal tourné dans son enfance, qui va briser plusieurs amitiés. Et au final, ça va revenir des années plus tard. John va enquêter avec des policiers sur cette affaire. Donc il va y avoir des liens qui se recréent. On voit des personnages d'autres séries qui arrivent. Il y a Lucifer Morningstar. Oui, celui de la série Netflix qui à la base est dans Sandman. Il est là. Voilà, je viens de vous donner deux arguments pour l'acheter. John Constantine égale le diable. Si ça, c'est pas un argument de vente et d'achat, foncez, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Dans le DC Black Label, on retrouve souvent un format qui est un peu plus grand, un peu plus large pour profiter des planches. Donc c'est le cas là aussi. Ici, je vous montre l'arrivée tranquille de John Constantine dans l'histoire. C'est juste dingue. Voilà, il arrive tranquillou, il se baladait par là. Tiens, j'ai vu de la lumière, j'ai vu des flics qui enquêtent sur un meurtre. Oh bah allez, j'arrive. Le dessin c'est Derek Robertson, donc celui qui a fait The Boys. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal au début à m'y faire. Certaines planches je les trouve ratées complètement. D'autres sont pas mal, mais quand il y a des fois des zooms sur les visages, c'est pas fou. Regardez ici en bas la tête de Constantine, c'est pas très sexy. Je suis assez content de l'avoir lu parce que ça faisait un petit moment que je voulais lire du Constantine. Ce personnage, on le voit apparaître dans certains runs comme la Justice League Dark ou dans DCeased par exemple, dont je vais vous parler dans pas longtemps. Mais je n'ai pas dans ma collection tous les noms de l'auteur présent Hellblazer. Là, c'était l'occasion d'en prendre un. Ça a été un des cadeaux de mon fils pour cette fin d'année. Donc, je suis très content de l'avoir lu. C'est vraiment une bonne surprise. J'avais eu beaucoup de bons retours et ce titre est très bien. Je vais mettre un bon 16/20.
si vous aimez Constantine, si vous aimez un peu l'occulte dans l'univers d'ici, faut le lire. C'est vraiment bien, l'histoire se suffit à elle-même, c'est bien amené. Foncez. Un peu de lecture détente avec Joker versus The Mask paru chez Urban Comics. Ce tome-là, je l'avais pris en occasion parce que la couverture me faisait rire et c'était sympa de voir un petit peu l'introduction de The Mask version comics dans l'univers d'ici. Donc ce livre regroupe plusieurs histoires avec le masque. Hein. D'abord c'est le masque contre Joker, donc vraiment il y a un aspect très cartoon, très univers Batman, la série des années 90. Donc en ça c'était très très cool à lire. Et il y a surtout à la fin l'histoire avec Lobo. Lobo qui est un personnage que l'on ne voit pas assez dans les parutions en VF. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un personnage que j'aime bien. Le type est badass, il tire dans tous les sens, il a aucune logique, c'est un gros bourrin. Mais des fois, un peu de bourrinage, ça fait du bien. Et là, il y a la rencontre avec The Mask. En fait, c'est totalement improbable. Et c'est vraiment débile au possible. C'est vraiment une lecture popcorn. Hein. On se fait plaisir. C'est marrant. C'est très très cool. Et au final, l'histoire avec Lobo, la fin, je m'y attendais pas. J'ai trouvé ça génial. Et en fait, c'est un gros carnage. Tu vois Lobo qui est engagé pour attraper le masque et qui fait des carnages dans tous les sens. C'est juste fou, c'est juste marrant, c'est à lire. Ça fait un peu écho d'ailleurs à la série qui est reparue chez Delirium en 3 tomes sur The Mask, puisque à la base The Mask c'est un personnage de comics. On a souvent l'image du film de Jim Carrey qui avait été très édulcoré par rapport au matériau de base, puisque le masque en fait est très violent à la base, hein, faut pas croire, même s'il a son côté cartoon et qu'il fait rire un petit peu, il tue déjà en finale. Ce qui n'est pas le cas dans la version avec Jim Carrey qui est très bon enfant, mais qui a permis au moins de faire découvrir le personnage, notamment en Europe. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, l'histoire est toute bateau. Le Joker veut voler des masques dans un musée puisque certains font référence à des clowns. Et il tombe sur le masque qui renferme l'esprit de Loki au final. Et il le porte et ça fait des gags très très drôles. On retrouve la Harley créée par Dini dans la série animée des années 90. Et voilà Lobo qui affronte le masque. Le dessin change complètement par rapport à la première histoire. Il y a vraiment un trait un peu old school, années 90, mais on s'y fait rapidement et c'est pas mal en fait. On voit leur affrontement qui est débile au possible. Moi je kiffe. Joker versus The Mask, je le recommande si vous aimez les lectures popcorn, non prises de tête et vous passez un bon moment. Ça vaut 13-14. Les 2 histoires sont pas folles, mais c'est bien amené, c'est bien fait, on rigole bien. Et l'histoire quand même sur Lobo, elle est vraiment géniale. Moi je la recommande. Toujours en lecture popcorn, Shirtless Bear Fighter paru chez iComics. Shirtless Bear Fighter, c'est l'histoire d'un homme qui a été élevé par des ours, qui s'est entraîné à devenir très très costaud et qui finalement, parce qu'il y a eu un problème, décide de traquer et de tuer des ours. C'est littéralement ça l'histoire. Entre-temps, il est allé dans le monde des hommes, il a fait l'armée, il a fait la guerre, sûrement le Vietnam, ça ressemble. Il a rencontré un type qui est devenu flic par la suite, qui va enquêter sur une histoire où apparemment il y aurait des ours qui seraient mêlés. Du coup, il va chercher le cogneur d'ours, parce qu'il l'appelle comme ça, pour enquêter. C'est débile, mais c'est vendu comme ça. Par contre, c'est vendu comme du cinéma popcorn années 90 où il y a des explosions. L'histoire n'a ni queue ni tête. Hein. Le scénario, c'est nawak. C'est vraiment de la série Z. C'est n'importe quoi. Il y a un type qui veut récupérer une forêt. C'est débile, c'est débile, il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est dingue. Cogneur a un avion ours, ouais le type, il a tabassé des ours, il les a dépecés et il en a fait un avion, voilà. Quel autre argument je peux donner à part ça? C'est du bourrinage à l'état pur, le type il saute sans parachute, il arrive, il met un gros punch de la mort dans la tronche d'un ours. Voilà, des types qui se battent avec des ours. À un moment, il n'y a pas d'autre argument. C'est de la violence pure, gratuite, débile. C'est une bonne lecture popcorn. Ça mérite 12-13. C'est pas fou, hein, par contre. Faut pas non plus s'attendre à un scénar de dingue. C'est juste marrant. Ça permet de se détendre. Je sais pas si je le garderai très longtemps dans ma collection, mais j'ai passé un moment agréable. Je le relirai pas forcément. Lisez-le au moins une fois si vous avez l'occasion. C'est juste un bon délire. Et après, vous passez à autre chose. Ça vous a permis de vous aérer la tronche. Je suis déjà à 30 minutes de tournage et il reste encore une quinzaine d'œuvres à vous montrer.
On poursuit avec le monde de Flashpoint, tome 2 sur les Green Lantern. Le monde de Flashpoint, je vous avais présenté le tome sur Batman il y a plusieurs mois. Je vous avais dit que j'avais relativement bien aimé le premier tome parce qu'il y avait l'histoire sur le Batman de Flashpoint. On apprenait qui était le Joker, etc. Il y avait d'autres histoires sympas, même si on ne voyait plus du tout Batman. Et là, c'est pareil. Urban a décidé de nommer les tomes en fonction de personnages qu'il y a dans l'histoire de Flashpoint. On a Batman dans le tome 1, on a Green Lantern dans le tome 2, Flash dans le tome 3, Wonder Woman pour le tome 4. Le souci qu'il y a, c'est qu'il y a certes une histoire toujours avec ce personnage, mais c'est tout. Il y a 4 ou 5 histoires dans chaque tome et il y a une histoire avec le personnage cité sur la couverture. Je suis très déçu du nom qu'ils ont choisi pour cette collection, puisque au final, c'est un peu mensonger. Tu as plein d'histoires annexes qui sont pas toujours de grande qualité, on va encore en parler là aussi, mais il y a une histoire avec Green Lantern. Alors là, contrairement au tome 1, Green Lantern, on le voit passer dans quelques tomes par-ci par-là, mais sinon c'est tout. Pour Green Lantern, c'est l'histoire d'Abin Sur, donc c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qu'il est devenu, puisque dans le monde de base, en fait, il s'écrase sur Terre, il meurt, et c'est comme ça que Hal Jordan récupère son anneau. Là, il survit en fait. Il est sauvé justement par Hal Jordan, et il va rester sur Terre pour enquêter, puisqu'on lui a confié une mission, les gardiens d'Oa lui ont demandé de chercher quelque chose sur Terre. Je vais pas trop spoiler. Ça permet en fait de voir Abin Sur qui vit, parce que ce personnage est très peu exploité. Ça reprend pas mal quand même des codes qui sont en lien avec Green Lantern, le film. Oui, je sais, ne poussez pas un cri d'horreur. On voit Tal Sinestro. Hal Jordan est là, même si du coup il n'a pas son anneau et va vivre sa vie d'aviateur. Donc il y a une histoire sur lui un peu plus loin. Une histoire que j'ai trouvée très touchante avec quelques pages magnifiques. Je peux pas les montrer sinon ça spoil, mais il a un rôle important dans la position de l'humanité par rapport à la guerre Atlante Amazon. Ces deux histoires peuvent être liées. C'est intéressant de voir comment ça a dévié dans le monde Flashpoint, mais par contre après il y a des histoires qui n'ont aucun rapport avec Green Lantern. Vous avez Frankenstein, puisque oui, il est dans l'univers de DC, qui a son histoire où en fait, pendant la guerre contre les nazis, il avait monté un commando avec des monstres. Alors il y a un loup-garou, il y a un vampire, il y a une femme aquatique, et ils se font baiser, pour faire simple, et ils sont mis dans un sommeil artificiel, sont complètement oubliés dans une base secrète, c'est la base où est enfermé Superman dans Flashpoint, et ils se réveillent par hasard. Et les types essayent d'enquêter pour retrouver un scientifique. L'histoire est pas folle, ça rapporte pas grand chose. C'est un personnage, je ne savais même pas qu'il était dans l'univers de DC Comics. Alors, le personnage de Frankenstein en lui-même est intéressant puisqu'il a une réflexion sur l'humanité, il a un côté guerrier honorable qui est très sympa, mais sinon, c'est pas fou. Il y a une histoire sur un criquet aussi. Un criquet. C'est quoi ces idées de merde, sans déconner? Il y a un lycée qui est attaqué par des Amazones et le type se réfugie parce que c'est un lâche dans une église, prie tout ce qu'il peut et finalement il y a la grâce de Dieu qui le sauve et il est transformé en criquet. C'est quoi ces idées pourries, sans déconner? Même moi je fais des scénarios mieux que ça quand même, c'est pas possible. Je comprends que beaucoup de youtubeurs, style Wayne, style Ingé, aient lâché complètement. En lisant ce run, alors je suis un peu moins tranché que eux, mais je suis quand même très très déçu. Je mettrai à peine 10. C'est moins bon que le premier, sur lequel je crois que j'avais mis 13. Je trouve que ça baisse en qualité. Je suis quand même curieux de voir ce qu'ils ont fait sur les Flash et sur Wonder Woman, mais ces tomes-là coûtent cher pour ce que c'est la déception. Honnêtement, comment on a pu créer des histoires comme ça autour d'un événement aussi important que Flashpoint? D'ailleurs, il va y avoir la suite de Flashpoint faite par Geoff Johns qui devrait sortir, je crois, cette année. C'est dommage, je trouve, de massacrer un event comme ça. Alors là, c'est pas forcément la faute d'Urban. Hein. Eux, ils ne font que compiler les histoires annexes qu'ils n'avaient pas mis dans le run d'origine. C'est les Américains, là aussi, qui font ça. Alors, Urban a quand même sa part. Hein. Ils vendent ça cher. Ils mettent des titres qui font très racoleurs, un peu putaclic, mais où au final ça correspond qu'à une histoire sur 4 ou 5. Le monde de Flashpoint me déçoit de plus en plus et je me demande si je vais aller jusqu'au bout. Je suis déjà à 40 minutes de tournage, je vais donc couper la vidéo en 2 parties. Je ne vous ai même pas présenté la moitié de ce que j'ai lu, va falloir que je speed un petit peu sur la deuxième partie. Ciao ciao!